l'activité d'aujourd'hui, je vais préciser les prochaines conférences, puisque maintenant on a décidé, asseyez-vous, posez vos affaires, on a décidé d'en organiser une par mois, le deuxième jeudi du mois, donc de 14 heures à 16 heures à chaque fois. Alors la prochaine fois, c'est le jeudi 13 avril, Alexandre Borderieux, qui est professeur de judo, et il va nous parler de la formation par le judo. Ensuite, le 11 mai, c'est moi-même, mais je vais passer une partie de mon temps de parole à Igor Noskov, qui est ici, et qui est conseiller scientifique et technique à l'ambassade de Russie en France. Et le thème va être de rebondir sur la formation par le judo, en évoquant la formation par les mathématiques et pour les mathématiques. Mon point de vue, c'est que le judo a beaucoup à nous apprendre. Ensuite, le 8 juin, c'est Giovanni Bruna, qui a été directeur scientifique de l'IRSN, et qui va nous parler de l'IRSN. Entrez, asseyez-vous. Donc, grossièrement, les exposés, les annonces des exposés vont être disponibles un mois avant, et chacun peut s'inscrire. Par exemple, pour la prochaine, vous pouvez vous inscrire à partir du début de la semaine prochaine. Qu'est-ce que l'IRSN? Comment Qu'est-ce que l'IRSN? IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il faut sortir. Ils sont menacés en ce moment. Non, ils sont pas menacés. On parle un peu en ce moment. Bon, aujourd'hui, nous recevons Hervé Macheneau, qui est directeur exécutif de EDF. Tu as écrit un bouquin aussi et tu le proposes à la vente et à la dédicace pour ceux qui veulent l'acheter. Donc je lui laisse la parole et puis il va expliquer lui-même ce qui l'intéresse. Tiens. Merci Bernard, merci d'être là. Donc, Bernard me fait l'amitié de me donner la parole sur un sujet qu'effectivement j'ai été l'occasion d'un premier livre que j'ai écrit en 2016 et qui a été publié début 2017 et qui s'appelait La France dans le noir ou les méfaits de l'idéologie en politique énergétique. Ce livre a eu un succès absolument nul et tous les journalistes que je connaissais dans le cadre de ma profession à l'époque, même à titre amical, m'ont dit « Écoute, on peut essayer de faire une recension, mais le sujet est tellement sensible que ça va être très difficile. En tout cas, personne n'en a parlé. » Sauf que 5 ans après, mon éditeur, c'était en 2022, m'a dit « C'est peut-être le moment de le ressortir. » Et donc, il y a une nouvelle édition augmentée avec des éléments dont je vais parler aujourd'hui et qui s'appelle La France dans le noir, toujours, mais le sous-titre, c'est « C'est maintenant ». Et donc, l'idée générale, c'est qu'effectivement, jusqu'en 2000, la France avait une électricité bon marché, abondante. Prends quelques minutes pour essayer de présenter ta carrière, ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, parce que les gens ne te connaissent pas forcément. Donc ça appuiera ton propos si tu commences par remonter à ton enfance. Ce dont tout le monde a besoin. Non, mais donc, moi, j'ai commencé ma carrière en Afrique comme fonctionnaire, ensuite en France comme fonctionnaire dans les ponts et chaussées, et j'ai rejoint EDF au tout début des années 80. Donc là, j'ai été plongé dans la marmite nucléaire, dans le projet de Paluel. Je suis resté 2 ans, jusqu'à ce qu'on vienne me chercher, parce que j'étais volontaire pour aller à l'exportation, pour aller construire la première centrale nucléaire en Chine. Et donc, j'ai été le directeur technique de la construction de la centrale de Dayabé en Chine entre 1984 et 1989. Et puis ensuite, je suis rentré en France, m'occuper du la fin du programme nucléaire français jusqu'à la fin des années 90. Puis, je suis reparti en Chine pour développer l'activité d'EDF en Chine. Et donc, ce que je disais à Bernard tout à l'heure en toute modestie, c'est qu'EDF a été le modèle de l'organisation du système énergétique et électrique de la Chine. Parce que c'est une entreprise publique, industrielle, de services publics, ayant réussi un développement à l'international, enfin toutes les caractéristiques qui étaient recherchées par la politique chinoise pour ces entreprises publiques. Et donc, ça a duré jusqu'en 2017. Entre-temps, j'ai été, pendant 5 ans, directeur exécutif du groupe EDF, chargé de la production et de l'ingénierie.
et donc la partie industrielle d'EDF. Voilà en quelques mots de présentation. Et donc, je disais que jusqu'en 2000, et même ça s'est pas vu, la chute ne s'est pas vue tout de suite, jusqu'en 2000, et la France avait l'électricité la moins chère, la plus abondante, qu'on exportait, et qui était indépendante de tous les pays, puisque je rappelle que l'uranium rentre pour une très faible part dans la production d'électricité. C'est quelques pourcents du coût de production. Et il y en a partout. Il y en a des grandes quantités très très dispersées dans le monde. Et par conséquent, ça n'est pas un enjeu de souveraineté, contrairement à ce qu'on voit à propos du pétrole ou du gaz. Alors qu'est-ce qui s'est produit ? Comment se fait-il que, alors que EDF est capable de produire à peu près 100% des besoins de la consommation française, à un coût qui est constant depuis 30 ans, qui est le coût de la production nucléaire et hydraulique, qui représente plus de 90% de la production d'électricité et donc de la consommation. Comment se fait-il que, ceci étant donné, il faille augmenter les prix de l'électricité de 100%, ce qui était proposition de la CRE pour le 2 février 2023. Est-ce la faute du marché, comme tout le monde le pense et tout le monde le dit, du marché européen de l'électricité ? Est-ce que c'est la faute de la guerre en Ukraine ? En fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est simplement le résultat de la politique mise en œuvre par la France en Europe, contrainte, ou plus ou moins contrainte, en tout cas consentante à la politique européenne, qui est une politique qui est fondée sur deux idéologies, celle de l'écologie politique et celle de la concurrence. Et donc la première, l'idéologie politique, dont la priorité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas le réchauffement climatique et la lutte contre le réchauffement climatique et contre les émissions de CO2, c'est une politique antinucléaire. Et donc on le voit bien en Allemagne, et en tout cas, c'est ce qui a conduit à un développement massif des énergies renouvelables qui ont l'avantage d'être intermittentes et dont je dis qu'elles sont en France inutiles, nuisibles et ruineuses. C'est l'éolien et le solaire. Elles sont inutiles en France parce qu'elles se substituent à la production qui est la production de base, qui est le nucléaire et l'hydraulique. Or, ni le nucléaire ni l'hydraulique ne produisent de CO2. Et comme l'électricité n'est pas stockable, comme chacun sait, en Europe, les parcs de production doivent être dimensionnés en puissance en fonction de la consommation de pointe. Il a fallu le 7 février ou le 12 février 2012, 102 gigawatts pour répondre à la demande d'électricité en France. Heureusement, ça ne s'est pas reproduit depuis, ça a été un pic, mais enfin, en général, on est autour de 90 ou 92 gigawatts nécessaires à la demande. Or, ce jour-là, c'est soit le matin, soit le soir, il n'y a pas de soleil, c'est déjà réglé, et généralement, c'est parce qu'il fait très froid et qu'il y a une haute pression sur l'Europe. Donc, je fais juste une parenthèse, il n'y a pas de foisonnement, ceci a été démontré à de nombreuses reprises, il n'y a pas de foisonnement des énergies renouvelables et de l'éolien en Europe. Quand le vent souffle, il souffle à peu près partout. Quand il ne souffle pas, il souffle à peu près nulle part. Je donnerai des exemples. Et donc, le parc français, c'était 85% de nucléaire. C'est tombé aujourd'hui à moins de 70% pour plusieurs raisons. C'est entre 10 et 15% d'hydraulique. Et le reste, c'est nécessairement du gaz. Parce qu'à la pointe, je veux dire encore une fois, il n'y a pas de renouvelable. À quoi pourrait servir le renouvelable ? Il faudrait, les chances pour qu'il y ait du vent au moment de la pointe qui puisse se substituer au gaz sont, pour les raisons que je viens de dire, infinitésimales. Par conséquent, en France, les énergies renouvelables intermittentes sont inutiles. Et en plus, il se trouve que ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME, le contenu de CO2
du nucléaire est inférieur à celui, 4 fois inférieur à celui de l'éolien et 10 fois inférieur à celui du solaire. Il y a aujourd'hui en Europe 250 gigawatts d'éolien installés. Par conséquent, quand il y a du vent, on est inondé par l'électricité éolienne qui vient de partout. Et quand il n'y a pas de vent, évidemment, ça ne sert à rien. Donc, elles sont de toute façon inutiles. C'est pour ça que je dis, rajouter un seul gigawatt d'éolien en France aujourd'hui, c'est un crime contre le bon sens et surtout contre l'intérêt général. Elles sont nuisibles parce que, pour la raison que je viens de dire, quand il souffle en Europe, eh bien, qu'est-ce qui se passe en France? On est obligé d'arrêter le nucléaire. Et donc, on réduit la puissance du nucléaire, ce qu'on appelle, dans un très joli terme, que j'oublie, donc la modulation. Et donc, on arrive aujourd'hui, par une gymnastique qu'on est seul au monde à savoir faire, à réduire la production en une demi-heure, la production des centrales nucléaires de 80%. Mais on ne peut pas l'arrêter, parce que sinon, il faut redémarrer, ça prend des jours. Et donc, on est obligé de mettre les centrales nucléaires au minimum technique. Le résultat pratique, c'est que pendant cette arrivée massive d'électricité éolienne conduit à des prix négatifs, parce qu'on ne peut pas arrêter toutes les centrales. Et donc, en 2020, il y a eu 170 occurrences de prix négatifs atteignant moins 200 € le mégawattheure. Pourquoi? Parce que EDF, comme d'autres, sont prêts à payer les clients pour qu'ils prennent leur électricité, parce qu'ils l'ont et qu'ils ne peuvent pas, faire autrement. Et donc, en plus, elles sont nuisibles parce qu'elles conduisent à des instabilités de réseau. On l'a vu à plusieurs reprises. On est obligé de mettre des éléments de stabilisation, des énormes champs de batterie pour le cas où il y a des sautes de vent, etc. Et donc, en plus de l'argument principal, non seulement elles sont inutiles et nuisibles, mais elles sont ruineuses. Aujourd'hui, on a dépensé à peu près en France 100 milliards d'euros pour installer et si on respecte le programme déclaré à Belfort par le président de la République, c'est plutôt 200 milliards d'euros qui vont être dépensés là. Et sur les 200 milliards, il y a une large partie qui est liée au raccordement au réseau et au maillage de réseau qui sont rendus nécessaires. Mais ça ne suffit pas. Pour faire bonne mesure, le nucléaire présente cette qualité, cet avantage, et en l'occurrence ce défaut, d'avoir un coût fixe, qu'il fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas, parce que le combustible, encore une fois, représente une très très faible part. Donc qu'elle tourne ou qu'elle ne tourne pas, les centrales nucléaires coûtent le même prix. Par conséquent, moins elles tournent, plus l'électricité produite est chère. Donc non seulement les dépenses concernant le renouvelable sont ruineuses, et là, les 200 milliards, j'ai parlé que d'éolien, je ne parle pas du solaire, qui est mais en plus, ça renchérit considérablement le coût du nucléaire, le coût de production moyen du nucléaire. Et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, alors que les énergies renouvelables ont un coût réel de production qui est nettement supérieur au coût de production nucléaire, en tout cas du nucléaire existant. Parce que il y a une dérogation absolument exorbitante du droit de la concurrence, évidemment, initiée par les Allemands et imposée par la Commission européenne, qui est que ces énergies font l'objet d'obligations d'achat, c'est-à-dire de contrats d'achat forfaitaires, c'est-à-dire qu'on paye d'avance, en gros, toute leur production, ce qui fait que quand elles apparaissent sur les réseaux, elles sont gratuites. Et par conséquent, elles ont une priorité d'accès au réseau, ce qui déplace évidemment les autres moyens de production. Et donc, alors que leur coût de production réel, il est entre 3 et 10 fois le coût de production du nucléaire français aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, plus il y aura d'énergie renouvelable en France, et plus l'électricité sera chère. Et donc, on va rejoindre assez rapidement
les prix d'électricité en Allemagne, qui étaient il y a encore quelque temps 2 fois supérieurs aux nôtres, mais ça ne va pas durer. Et moi, je pense que ce n'est pas complètement un hasard. Alors, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Là, une récente directive européenne, validée par la France en juillet dernier, qui est en préparation, mais je veux dire, son projet a été validé par la France, qui prévoit d'imposer pour tous les pays européens 40% d'énergie renouvelable dans le mix de production d'électricité. Ceci est en dérogation totale avec les traités, puisque dans les traités, les États sont supposés avoir la liberté de leur mix énergétique. Mais la France a accepté ça. Donc j'espère qu'on n'ira pas jusqu'au bout, mais en tout cas, ça confine à l'absurdité de aujourd'hui accepter de remplacer du nucléaire par du renouvelable, c'est-à-dire en fait, on le verra, par du gaz. Mais l'idéologie d'écologie politique, c'est rien à côté de ce qu'a été l'idéologie de la concurrence, qui a été l'arme principale de la destruction du système français. Alors que, ce que je viens de dire dans les traités, l'énergie est un domaine réservé pour les États. La France a accepté la directive européenne en 1996, définissant les modalités de marché de l'électricité, et l'a transposée en droit français en l'an 2000. Mais au terme de cette directive, chaque client doit pouvoir choisir son fournisseur. La France, parce que précisément il y avait cet avantage du nucléaire, contesté par les pays concurrents ou étrangers et la Commission européenne, a voulu conserver pour ses consommateurs et ses petites entreprises, et même moyennes entreprises, l'avantage de ce qui s'appelait déjà les tarifs régulés de vente d'électricité. C'est-à-dire que les consommateurs français pouvaient bénéficier d'un tarif fixé par règlement et qui les protégeait contre les évolutions plus ou moins aléatoires du marché. Pour vendre à la Commission ces tarifs régulés qui sont en contradiction avec les règles de la concurrence européenne, la France, dans le cadre d'une certaine commission Champsor, a élaboré une contrepartie qui s'appelle l'ARENH. L'ARENH, L', accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Bon, et ceci a fait... Alors, en quoi ça consiste ? Ça consiste à vendre à un prix fixé par le gouvernement le quart, c'était le quart, maintenant c'est beaucoup plus du quart, de la production d'EDF à des concurrents, des fournisseurs alternatifs. Et donc, EDF est censé vendre à 42 € le mégawattheure, alors que le coût économique de production est plutôt autour de 60. On vend à 42 € le mégawattheure le quart de sa production à des gens qui sont réputés des fournisseurs alternatifs. Quand la France présente ça à la direction de la concurrence française, elle dit « mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ?» Mais qu'à cela ne tienne, on a présenté à la direction de la concurrence européenne qui a dit « mais on ne comprend pas bien l'objectif, sauf si, et on demande que ce soit une garantie, si ça permet de créer des producteurs alternatifs. » Ce qui n'a jamais été le cas. Et donc aujourd'hui, on se trouve dans cette situation extraordinaire où EDF vend à une floraison, au début ils étaient 10, et puis après ils étaient 100, et puis ça a dépassé la centaine, de fournisseurs alternatifs qui sont en fait des traders spéculateurs qui travaillent sur le coût de l'électricité en fonction du prix spot, du prix de marché et de l'ARENH. C'est comme ça que, comme jusqu'en 2021, début 2021, même mi-2021,
les prix de marché étaient très inférieurs à cause précisément de l'arrivée des énergies renouvelables et d'une certaine surcapacité dans l'ensemble de l'Europe. Je reviendrai là-dessus parce qu'on a arrêté un grand nombre de centrales parce qu'elles ne fonctionnaient que pour les pointes. Et donc, mais à ce moment-là, ça crée de la surcapacité. Et donc, pendant toute cette période, ces spéculateurs, ces traders, ont fait des offres à leurs clients inférieures au coût de production d'EDF. Et donc, ils ont capté à peu près 1 million de clients d'EDF par an, y compris le ministère des Armées, la ville de Paris, la Caisse des dépôts, enfin j'en passe et des meilleurs, qui se sont dit, je ne vois pas pourquoi, il a même été question pour la SNCF, je ne vois pas pourquoi je paierais plus cher alors qu'il y a des mecs qui viennent me proposer des tarifs, mais dans mes amis. Je leur disais, mais faites pas ça. Et ils me répondaient, mais attendez, pourquoi on ne le ferait pas? Et donc, c'est comme ça, d'ailleurs, à tel point qu'en 2020, comme il y a une baisse de l'activité économique, comment dirais-je, la surcapacité, il y avait une forme de surcapacité de production, et donc Total et Engie, qui avaient des contrats d'Arène, ils avaient acheté des quantités d'électricité dans le cadre de l'Arène, ont rompu ces contrats unilatéralement, ce qui a d'ailleurs donné lieu à des procès. C'est dire qu'on est dans la spéculation pure. Lorsque, fin 2021, c'est-à-dire en septembre, tout d'un coup, il y a une forme de tension sur le gaz, parce que précisément, il y a très peu de renouvelables à cette période-là, les prix spot augmentent, montent à la fin de l'année 2021 jusqu'à 600 € le mégawattheure. Et là, les fournisseurs alternatifs en question, qui n'ont que une partie d'Arène et qui se fournissent sur le reste sur le spot, sont incapables de respecter leurs engagements contractuels vis-à-vis de leurs clients. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent vers le gouvernement et disent on veut plus d'Arène. Et c'est cette demande d'Arène supplémentaire qui a provoqué la hausse des prix massive. Alors il faut expliquer pourquoi. Parce que dans ce qui a créé l'Arène et qui s'appelle la loi NOM, nouvelle organisation du marché de l'électricité, il est prévu que la CRE doit fixer 2 fois par an le niveau des tarifs régulés. Et donc, le calcul qui a été établi par la CRE en question, donc la Commission de régulation de l'énergie, c'est que les tarifs régulés sont calculés sur la base de 70% d'Arène et de 30% de prix spot, tant que la demande d'Arène est inférieure ou égale à 100 TWh. Si la demande d'Arène augmente, la part d'Arène dans le calcul des TRVE diminue. Et là, les fournisseurs alternatifs demandent 160 TWh d'Arène, et donc la part d'Arène dans le calcul des TRVE tombe à 40%. Et donc 60% des prix spot qui ont monté à des niveaux invraisemblables. Alors il y a 30% sur les 6 derniers mois, 20% sur je ne sais pas quoi, et encore quelques pourcents sur les 3 dernières semaines. Et donc fin décembre 2021, il n'y a pas encore la guerre en Ukraine, la CRE fait un calcul et dit le 2 février, on va augmenter les tarifs de 45%. Paf. Alors le gouvernement, 2 mois avant les élections, dit je ne pense pas que ça va être possible. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va supprimer les taxes sur l'électricité, coût 8 milliards pour le contribuable, et on va augmenter l'Arène de 20 TWh, c'est-à-dire encore, c'était le quart, plus
5%, on augmente de 5%, donc 20 TWh, que EDF vendra à 46 euros au lieu de 42. C'est toujours 20 euros de moins que le coût de production. Mais EDF, ces 20 TWh, elle les avait déjà vendus à des clients. Et donc, il faut tout d'un coup qu'elle les vende à ces fameux fournisseurs alternatifs, et donc elle est obligée de les racheter sur le marché spot. Coût pour EDF, 8 milliards. Donc le coût pour la collectivité de ce fantasme de la Creux, c'est 16 milliards. Mais c'est pas tout. On recommence en 2022. Bon, alors évidemment, il y a la guerre d'Ukraine qui aggrave un peu, mais c'est pas la cause. À la fin de l'année 2022, les prix spot ont atteint des sommets. 7 ou 800, c'est même monté à 1000 euros le térawattheure. Et donc le calcul de la Creux, c'est très simple, conduit à une augmentation des TRVE au 2 février 2023 de 97,8%. Donc on devait augmenter en 2023 les tarifs régulés de vente d'électricité aux consommateurs français de 97,8%. Bon, non seulement c'est inacceptable, mais c'est impraticable, sauf à mettre la totalité de l'économie par terre, ce qui est déjà à peu près fait, mais bon, ce n'est pas une raison pour... Et donc le gouvernement a décidé de limiter les dégâts, plus ou moins, en limitant l'augmentation à 15% des tarifs TRV. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de France. 15% le 2 février. Et à mettre en place un bouclier tarifaire pour éviter que ce soit 100%, qui devrait, selon certaines estimations, coûter aux Français une centaine de milliards. C'est le coût d'une vingtaine de réacteurs à construire. Je t'interromps une seconde, je voudrais comprendre. Est-ce que tu peux expliquer qui fabrique l'électricité en France ? EDF. Le nucléaire, c'est vous. Est-ce que les centrales à gaz, il y en a qui sont privées ou pas ? Et quelle est la part de l'alternative, enfin de photovoltaïque et tout ça, dans la production globale ? Bon, non, mais je veux dire, aujourd'hui, pratiquement 100% des besoins pourraient être couverts par EDF, qui a 61 gigawatts de nucléaire, il y a 25 gigawatts d'hydraulique, et il reste 2 ou 3 gigawatts de charbon alors qu'on en avait 20, et il y a une douzaine de gigawatts de gaz. Il se trouve que dans la même idéologie de la concurrence, dans les années 2010, EDF a été contraint de donner à Engie la Compagnie Générale du Rhône. Donc ça revient au même. Je veux dire. De toute façon, c'est de l'électricité fatale parce que c'est de l'hydraulique au fil de l'eau. Et il y a eu un appel d'offres pour construire un cycle combiné à gaz en Bretagne, qui est un peu sous-équipé en matière de production d'électricité. Évidemment, EDF s'est porté candidat. Comme par hasard, ça a été donné à un concurrent fournisseur alternatif qui s'appelait Direct Energy. Et Direct Energy a réussi à obtenir, parce que justement ça crée de la concurrence, que ce cycle combiné à gaz est entièrement payé à l'avance et totalement subventionné. Et comme Direct Energy a été racheté par Total, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une marge de production d'électricité qui est faite par Total dans ce cadre de cycle combiné à gaz. Alors, le renouvelable, bon, bien sûr, ce qui existe produit puisqu'ils ont un accès au réseau. Mais je veux dire, on ne peut pas prendre en compte cette production parce qu'elle intervient toujours au moment où on n'en a pas besoin. Bon, donc, évidemment, en Allemagne, ils se gargarisent du fait qu'aujourd'hui, ils ont atteint 37% ou 38% de production par le renouvelable. Ben, évidemment, parce que quand il y a beaucoup de vent, ils ont 130 gigawatts de renouvelables en Allemagne. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils ont toujours les 90 gigawatts de charbon et de lignite et de gaz dont ils ont absolument besoin et qui n'ont pas bougé en volume depuis 1990. Et donc, oui, en Allemagne, le renouvelable sert
à empêcher, enfin, se substituent aux énergies fossiles, c'est vrai, mais à quel coût? Ils en sont à 600 milliards et il faudrait calculer, j'imagine pas très difficile, de calculer le coût de la tonne de CO2 évitée par cette débauche d'énergie renouvelable. Et donc, où en étais-je? Oui, donc je rappelle simplement que jusqu'en 2000, les prix de l'électricité ont baissé en France en francs constants d'une façon continue et qu'ils ont commencé à augmenter avec la dérégulation pour payer les subventions des énergies renouvelables, solaires et éoliennes, à travers une taxe qui était initialement prévue pour faire de la compensation des zones mal équipées, des départements d'outre-mer, etc., qui s'appelle la CSPE, Contribution au service public de l'électricité, et qui a augmenté en moyenne, qui a fait augmenter le prix de l'électricité, tout le reste étant égal, 2-3% par an. Et donc, les ENRI ont fait augmenter le prix de l'électricité entre 2000 et 2020 de à peu près 50%. Et depuis, en un an, le prix de l'électricité a augmenté 4% en février 2021, 15% en février 2022-2023, et seulement de 20% grâce à une distribution d'argent public de 100 milliards. C'est historique. Alors, encore une fois, comment on peut justifier ça alors que EDF est capable de produire à 65 € le mégawattheure et qui a un coût de production qui n'a pas évolué depuis 30 ans? En fait, il y a un deuxième mécanisme qui intervient et qui est toujours lié aux fournisseurs alternatifs. C'est que ces fournisseurs alternatifs, comme ils n'arrivent pas à honorer leur contrat, et donc la loi NOM qui prévoit tout, a prévu que si les clients peuvent toujours retourner chez EDF. Et donc on voit aujourd'hui des fournisseurs alternatifs, dont d'ailleurs heureusement un certain nombre ont mis la clé sous la porte, mais enfin il en reste quand même au moins plus d'une dizaine, entre 10 et 20, dont Total et Engie. Et donc, ils disent à leurs clients, écoutez, voilà, votre facture, vous n'avez pas lu la petite ligne en bas, mais il n'y a aucune garantie sur vos contrats. Et donc là, à la fin de l'année, c'est multiplié par 2, 3, 4, 5, on a vu 10, la facture d'électricité de votre contrat avec Direct Énergie. Et donc... Mais vous sentez-vous très libre, vous pouvez retourner chez EDF. Donc qu'est-ce que font les clients? Ils retournent chez EDF. Et donc EDF se retrouve maintenant à reprendre 1 million des clients qu'on lui a piqués pendant des années, par an, de gens pour lesquels elle n'a pas l'électricité en question. Et donc elle va la chercher sur le marché, spot, pour alimenter ce que j'appelle les clients prodigues, qui sont partis dépenser et qui maintenant reviennent. Donc, en fait, ce que je veux montrer, c'est que ce sont ces deux mécanismes artificiels 100% français qui sont la cause de l'augmentation des prix de l'électricité en France. Et en fait, comme l'AREN est liée à une réglementation européenne et à un lien avec le marché de l'électricité et les prix spot, tout le monde conçoit, et tous les politiques, alors d'une façon incroyablement unanime, que c'est le marché de l'électricité européen qui conduit à l'augmentation des prix de l'électricité en France. Et malheureusement, ce n'est pas vrai. C'est simplement l'inanité ou la pusillanimité de la politique française. Et d'ailleurs, qui font preuve d'un niveau d'inconscience, d'incompétence et d'irresponsabilité. Je vous invite à l'audition des
de la commission d'enquête l'audition de Ségolène Royal, de Nicolas Hulot, de Brotte, de Dominique Voynet. Ils ne se souviennent plus de rien, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait, ils ne savent pas pourquoi. C'est hallucinant, c'est tragique, c'est tragique. Et dans la plus grande irresponsabilité et la plus grande impunité. Et donc, je dois rappeler que ces gens-là ont mis en place, alors, Bernard me dira que c'est ce que le peuple a voulu, puisque c'est lui qui les a élus. Ok, bon, mais enfin, bon, c'est quand même eux qui l'ont fait. C'est eux qui ont mis en place la loi sur la transition énergétique qui prévoit qu'on va arrêter 24 réacteurs supplémentaires et la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui prévoit de limiter la puissance installée en nucléaire, etc. Bon, très rapidement, donc ma conclusion, c'est qu'à la question « faut-il réformer le marché européen de l'électricité ?», la réponse est non. Le marché de l'électricité, il est quelque chose d'extrêmement simple. Il a été mis en place dans les années 2000 et il consiste, à la suite il consiste à faire à échéance du jour pour le lendemain et éventuellement à 24 heures d'avance, je dirais, l'optimisation du foisonnement des productions et des besoins de la production et de la consommation dans les différents pays. Donc il y a une espèce de bourse d'électricité sur la consommation idéale, immédiate, c'est une sorte d'ajustement, et ça fonctionne sur la base de ce qui a toujours existé dans le domaine de l'électricité et qui existera toujours, c'est ce qu'on appelle le merit order, ou la préséance économique, et effectivement, les dernières centrales, le prix final, c'est le prix des dernières centrales appelées, et ça restera comme ça. Mais, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le ministre des Finances se bat pour que le prix spot ne soit pas aligné sur le prix du gaz, mais je ne vois pas comment il peut faire. Borne a une autre exigence, enfin chacun a sa vision du marché de l'électricité, simplement. Et la CRE, l'action positive de la CRE, vient de faire un rapport par des universitaires étrangers qui conclut que le marché de l'électricité fonctionne très bien et que le merit order, c'est la seule façon de... Mais à condition, évidemment, ce n'est pas lui qui était critiquable. Il a été totalement dénaturé par la directive de 2009 accordant des tarifs réglementés de vente aux énergies renouvelables, donc des subventions, et à cause de l'AREN et de la loi NOM. Et donc, il faut ajouter aussi que ce qui a créé en 2021, que je mettais déjà dans mon livre en 2016, ce qui a créé en 2021 la tension, c'est effectivement le fait que quand plus personne n'est responsable de l'ajustement de la production à la consommation, eh ben, toutes les centrales qui sont des centrales de pointe, eh ben, on les ferme. En France, on a fermé 20 gigawatts de thermique à flamme au motif qu'ils étaient plus rentables. Et j'ai eu encore une discussion récemment, enfin il y a 1 an et demi, avec le responsable du thermique à flamme français qui m'a dit « Cordemais, on va fermer, c'est pas rentable ». Je lui dis « ça m'étonnerait que tu fermes ». Mais bon. Et donc aujourd'hui, on maintient et on rouvre Saint-Avold parce qu'on n'arrive pas. Et qu'en décembre, donc on a créé la pénurie en Europe, on a fermé 60 gigawatts de thermique de pointe. Et du coup, c'est ça aussi qui a provoqué la tension sur l'augmentation des prix spot. Mais les prix spot en France, en dehors des accidents techniques liés à la corrosion sous contrainte ou des choses comme ça, c'est marginal en France. Je veux dire, le fait qu'EDF a toujours exporté beaucoup et importé un peu au prix spot du marché. Et en décembre 2022, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode, on est passé très très près du blackout en France. En tout cas, des coupures massives. Parce qu'on est arrivé au maximum des capacités des interconnexions. On a importé 15 gigawatts le 8 décembre, qui est le maximum de ce qu'on est capable d'importer. Et s'il avait fait 2 degrés de moins, on était obligé de couper
pendant des heures, en tournant des villes entières. À cette époque-là, les 15 gigawatts, on les a achetés à l'Allemagne, grosso modo, de l'électricité produite par du charbon, à 580 € le mégawattheure. Et le 20 décembre, le vent s'est mis à souffler, c'était la tempête. On a vendu à peu près autant de térawattheures à 0 € le mégawattheure, puisque c'est tout juste s'il n'était pas négatif. Et donc, encore une fois, en l'absence de ce dévoiement et d'une politique européenne irresponsable, le marché européen n'exercerait en France qu'une influence très très négligeable. Il s'agit donc bien moins de réformer le marché que de le restaurer. Et donc il y a pour ça 3 mesures très simples à prendre. C'est arrêter les subventions aux énergies renouvelables. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait la Finlande. Il suffit de dire, à partir de maintenant, c'est une énergie mature, comme on dit, c'est eux-mêmes qui le disent, et donc à vendre au prix que ça leur coûte. Et donc s'ils veulent le vendre à 0, on va voir combien de temps ils vont investir là-dedans, parce que ça va pas, s'ils ne sont pas subventionnés par ailleurs, ça ne va pas durer très longtemps. Et s'ils le vendent au prix que ça leur coûte, probablement ils ne vont pas non plus investir très longtemps. La deuxième mesure, c'est évidemment de supprimer les TRVE. Et là, les TRVE, tarifs régulés de vente d'électricité, puisque c'était la cause de la constitution de l'AREN. Or, on a fait faire, nous, dans le cadre du CEREME, donc, qui est le think tank auquel j'appartiens, par 2 avocats auprès de la Commission européenne, qui ont tous les 2 conclu que le jour où la France supprime les TRVE, l'AREN tombe automatiquement. Et donc, voilà, EDF se retrouve avec 120 TWh disponibles pour vendre à des clients et non plus à des traders. Et alors, évidemment, je sais que EDF redevient une entreprise industrielle et commerciale, producteur et vendeur de son électricité aux gens qu'elle choisit dans le cadre de contrats. Alors, je sais que les TRVE, c'est un symbole incroyable à la fois pour les syndicats, etc. Donc supprimer les TRVE, ça paraît... Mais bon, je veux dire, aujourd'hui, quand on sait que l'électricité est vendue aux consommateurs et aux entreprises 280 € le mégawattheure, est-ce qu'on peut dire que les TRVE protègent qui que ce soit alors qu'ils viennent d'augmenter de 20%? Enfin, je veux dire, c'est absurde. Et que EDF pourrait leur vendre de l'électricité, en tout cas pour la part production, 2 ou 3 fois moins cher. Donc, voilà. Et puis la troisième mesure à prendre, c'est effectivement d'imposer, que la France enfin s'impose en Europe en disant stop, refuser les contraintes imposées par la CE de l'accès prioritaire des énergies renouvelables et du pourcentage de renouvelables dans la production d'électricité. Et à la limite, si effectivement il y a un consensus construit de la part de l'ensemble des nations pour des exigences liées à l'environnement, alors que ce soit des pourcentages d'énergie décarbonée, pas des pourcentages d'énergie renouvelable. Il est indispensable que chaque pays, conformément au texte des traités, puisse choisir son mix énergétique. Alors, si ces solutions sont aussi simples à mettre en œuvre, pourquoi ne le sont-elles pas? À qui profite le crime? En tout premier lieu, à l'Allemagne. L'Allemagne a besoin de ses voisins pour gérer l'impasse énergétique dans laquelle elle s'est enfoncée. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, elle utilise tous les moyens pour détruire l'avantage compétitif que le nucléaire donne à la France. Je me souviens, c'est une anecdote que je cite dans mon livre, en 1998, dans le cadre de cette organisation qui s'appelle Eurélectrique et qui est l'association des électriciens européens, qui a d'ailleurs été créée par EDF et dans laquelle progressivement ce sont les Allemands qui ont pris le pouvoir, les Allemands et les Allemands périphériques. Donc, on commence, 1998, on commence à parler dérégulation et donc concurrence, etc. Et je me souviens avoir
d'être intervenu et dit, mais écoutez, si on veut faire de la concurrence à la production, il faut un réseau unique, il faut un réseau interconnecté complètement, parce que sinon ça n'a pas de sens. Et là, il y a un Allemand ou un Allemand périphérique, je ne me souviens plus exactement, qui se lève et qui me dit, mais attendez, si on a un réseau commun à l'ensemble de l'Europe, on va être inondé par l'énergie nucléaire d'EDF. Et donc leur objectif depuis l'origine, c'est de tuer EDF, ce qu'ils ont pratiquement réussi à faire. Et donc, là, et par le bras armé, leur bras armé qui est la Commission européenne. La Commission européenne a pris fait écho, d'ailleurs elle est allemande, quasiment, et sur les énergies renouvelables, sur l'antinucléaire, enfin on l'a vu avec la taxonomie, tous les sujets. Il paraît que c'est plus propre de produire de l'hydrogène avec du gaz qu'avec du nucléaire. C'est entièrement conditionné par... Alors je cite, j'aime bien citer un ancien vice-chancelier allemand qui s'appelle Joschka Fischer, qui était aussi ministre des Affaires étrangères, et qui, dans une interview en 2008, dit, à propos de l'Allemagne, les gouvernants actuels voient de plus en plus l'Europe comme une simple fonction de la politique de défense des intérêts allemands. Il y a un risque qui n'est pas mince pour l'Europe, mais aussi avant tout pour l'Allemagne. Donc, c'est pas, je veux dire, cette analyse-là, elle a été faite depuis longtemps par des gens. Et donc, mais c'est aussi, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir, un excellent numéro de l'école de guerre économique qui s'appelle, un numéro de mai 2021 qui s'appelle J'attaque, où comment l'Allemagne tente d'affaiblir durablement la France sur la question de l'énergie, et qui décrit l'ensemble des processus depuis l'après-guerre, la création des mouvements écologiques allemands, la pénétration de ces mouvements écologiques par l'URSS pour éviter l'implantation de missiles en Allemagne par les Américains, et donc le développement de l'antinucléarisme en Allemagne, et sa propagation vers la France, qui était un moyen supplémentaire d'affaiblir la France. Donc je passe, mais enfin je vous invite à cette lecture. Et d'ailleurs, pour faire bonne mesure, je veux dire, il y a aujourd'hui donc une grande discussion sur le marché de l'électricité, sur la réforme du marché de l'électricité, où chacun y va de son truc, et la Commission européenne dit il faut réviser les règles du marché de l'électricité qui ne fonctionnent plus, tandis que le ministre allemand de l'économie et de l'action climatique affirme, là, il y a quelques jours, l'Europe possède l'un des marchés de l'électricité qui fonctionne le mieux au monde. Et il souligne le rôle de l'Allemagne en tant que chambre du cœur du marché européen de l'électricité. Donc, il n'y a pas besoin de l'inventer, ce n'est pas une opinion. Et donc, je passe là sur effectivement toutes les mesures qui ont été prises par la Commission européenne pour augmenter les parts de renouvelables, pour écarter le nucléaire de la taxonomie. Ça a été un combat incroyable pour arriver à un très demi, pour ne pas dire quart de succès. Donc le nucléaire fait partie de la taxonomie, mais avec tellement de conditions qu'il n'aura jamais de financement. Et au détriment de l'usage du gaz au détriment du nucléaire pour fabriquer de l'hydrogène. Mais on ne peut pas vraiment comprendre ça si on ne comprend pas ce qui s'est passé depuis plusieurs décennies dans l'infiltration de l'influence allemande dans la politique française. Alors, il y a différentes interprétations. Je vous invite à la lecture d'un livre que moi j'ai trouvé passionnant, parce que c'est très bien informé et tout à fait remarquable, d'une journaliste qui s'appelle Coralie Delhomme, et qui malheureusement est décédée, brillantissime, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Le couple franco-allemand n'existe pas, l'Europe est allemande et ça ne va pas durer ». Et où elle montre ce que Pierre Manant, le philosophe, appelle la fascination amoureuse des élites françaises pour le couple franco-allemand, pour l'Allemagne, dont il, dans un article du Figaro, a dit « Comment peut-on expliquer cette fascination amoureuse de la France pour l'Allemagne, alors que
alors que le couple franco-allemand n'existe que pour les Français. Nous sommes les éternels fiancés dont le fiancé ne veut pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Le... Bon, il m'échappe, mais peu importe. Et donc, oui, il y a oui, si, ça y est. En fait, Joschka Fischer montre que l'Allemagne utilise l'Europe dans l'intérêt de l'Allemagne. La France utilise la France dans l'intérêt de l'Europe. La France a une obsession, c'est la construction de l'Europe. Et cette construction de l'Europe mérite tous les sacrifices, sans se rendre compte que ces sacrifices affaiblissent la France et par conséquent lui donnent d'autant moins de chances d'arriver à construire l'Europe. Mais bon, ça... Et donc, le premier bénéficiaire, c'est évidemment l'Allemagne. Et j'espère qu'aujourd'hui, une certaine forme de prise de conscience, elle existe même en Allemagne, donc ce serait quand même dommage qu'elle n'arrive pas jusqu'à la France, se fasse sur ce sujet. Les deuxièmes bénéficiaires, c'est évidemment les promoteurs des énergies renouvelables. Alors là, c'est fabuleux. Je veux dire, le rendement d'un projet éolien peut atteindre 400 fois la mise de fonds principale. Les bénéfices, c'est entre 30 et 35% du chiffre d'affaires. Mais ils sont en train de se casser la gueule. Oui, oui. Je veux dire, là, je parle de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Combien de temps ça va durer, c'est un autre sujet. Mais enfin, bon, la France vient quand même de placer une loi pour l'accélération des énergies renouvelables et l'Allemagne se prépare à faire la même chose. Alors, oui, j'ai sauté un élément non négligeable qui est la pénétration des services publics, politiques et administratifs par l'Allemagne. Je ne sais pas si vous savez que dans les bureaux de la DGEC, Direction Générale de l'Énergie et du Climat, dans les tours de la Défense, là, dans la pyramide de la Défense, dans les mêmes bureaux, au même étage, il y a l'Office franco-allemand pour la transition énergétique. Et l'ADEME organise aujourd'hui même, pour les maires, et tout le monde n'est pas... C'est sur invitation privée, un séminaire pour favoriser le développement des énergies renouvelables en France et en Allemagne, en partenariat avec le même OFAT, Office franco-allemand pour la transition énergétique. Donc c'est dire à quel point l'influence allemande, mais d'ailleurs tout le monde sait que Fessenheim, c'est un cadeau à l'Allemagne. Ça a été négocié comme ça. On avait fait un calcul, bon, je vais passer un peu sur les détails parce que le temps passe, mais sur l'éolien construit entre le début de l'éolien et 2018. Chiffre d'affaires 75 milliards. 56% des promoteurs sont des étrangers. Les 2/3 sont des Allemands. De toute façon, même pour ce qui concerne les promoteurs français, de toute façon, tous les matériels viennent soit d'Allemagne, soit des États-Unis. Donc Siemens, Gamesa et GE. Et donc, 2/3 de ce chiffre d'affaires, 75 milliards, quitte la France. Et donc, j'imagine aujourd'hui, on doit être à 100 et quelques, c'est toujours 2/3. Bon, quitte la France. Alors, les troisièmes bénéficiaires de cette gabegie, c'est effectivement les fournisseurs alternatifs, comme j'ai expliqué, qui se sont fait des milliards dans le trading sur le dos d'EDF et de l'État. Sans aucun investissement. Ils mettent alors eux, c'est sans aucun investissement. Les promoteurs du renouvelable, c'est des projets sur lesquels les fonds propres ne dépassent pas 1 000 €. Et puis, comme c'est des revenus garantis, ils empruntent 100%, généralement à des banques allemandes d'ailleurs. Alors, juste pour conclure, sur cette gabegie, il ne faut pas oublier là-dedans quand même les gaziers. Parce que comme le dit ingénument, ou plus ou moins ingénument
Patrick Pouyanné, derrière chaque éolienne, il y a du gaz. Et l'objectif évident, affiché, de Total Energy et d'Engie, c'est de prendre la place d'EDF avec du gaz. Bon. D'où, et d'ailleurs, c'était, on peut l'ajouter parce que c'est facile à comprendre, l'objectif de l'Allemagne, donc objectif collectif de Total Energy, Engie et des Allemands, c'est de supprimer le nucléaire en France pour le remplacer par du gaz, dont l'Allemagne sera le hub, puisque avec les deux Nord Stream, bon, alors évidemment, la guerre a un peu modifié les choses. On va voir comment ça va tourner et comment les choses, comment cette organisation va évoluer. Je n'aimerais pas être à la place des Allemands. Donc, en gros, voilà. Moi, ce que je dis, c'est que la France a le pouvoir juridique de mettre en œuvre les mesures nécessaires sans besoin du feu vert de l'Europe pour arrêter toute cette gabegie, rendre à EDF sa liberté d'entreprise industrielle et commerciale et surtout sa capacité à gérer un parc de production adapté à la consommation. Aujourd'hui, personne en France n'est responsable de l'adaptation de la production à la consommation. Or, c'est quand même la condition. On a mis 100 ans à construire ça en France et aujourd'hui, personne n'est plus responsable de ça. Je veux dire, le RTE fait croire qu'il est responsable de l'ajustement entre la consommation et la production. Sauf qu'il n'a pas la main sur la production. Donc, quand il n'y a pas de production, ils disent désolé, il n'y a pas de production, on va couper. Et donc, ce n'est pas eux qui sont responsables de la preuve. Et donc, ce n'est pas la CRE non plus. La CRE n'a aucune compétence pour dire on va investir. Et donc, il n'y a plus personne aujourd'hui. Et donc, il faut restaurer pour EDF cette capacité qu'elle a remplie depuis 1950, 46, à dire, voilà, demain, voilà la consommation prévue, après-demain, jeudi, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 2 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et construire un parc optimisé pour répondre à cette consommation de la façon économiquement la plus optimale. Et je dirais, j'insiste sur ce point parce que la réforme qui a été évoquée, estimée, engagée par le gouvernement, qui consiste à isoler le nucléaire, ça s'appelle Hercule, qui consiste à dire bon ben, on va sanctuariser le nucléaire et puis on va revendre le reste pour financer cette nationalisation. C'est la fin du service public de l'électricité en France. On transforme la production nucléaire en une administration sans objectif et sans responsabilité, d'autre que de faire fonctionner peut-être. Alors que, évidemment, c'est la capacité à gérer les différents moyens de production qui permet d'arriver à un optimum. Et je vais plus loin. Évidemment, ça ne sert à rien parce qu'on ne reviendra pas en arrière. Mais la séparation entre RTE et EDF est déjà une perte du service public colossale. Je vous donne un exemple très, très simple. Le RTE aujourd'hui, sans doute pour des raisons politiques, et il ne fallait pas nommer Brottes comme président de RTE si on avait voulu avoir un RTE qui fonctionne, mais bon. Cela étant dit, aujourd'hui le RTE dit plus il y aura de renouvelables et plus je serai content. Pourquoi ? Parce que même s'il y a une chance sur 1 million qu'il y ait du vent qui souffle au moment de la pointe, eux ça les arrange. Donc il n'y a aucune restriction, aucune limite. Les 400 ou 500 milliards qu'il va falloir payer pour ça, ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leur sujet. Donc déjà, on voit, sur un exemple un peu caricatural mais simple, que la séparation entre les éléments du service public de l'électricité est le début de la perte du service public. Voilà, alors récemment, le nouveau président d'EDF insiste sur la nécessité de facturer à ses clients le vrai coût du nucléaire et de prendre à leur égard des engagements commerciaux
à moyen et long terme. Donc, moi, j'interprète ce message très positivement, parce que ça veut dire qu'il veut faire d'EDF une entreprise qui s'engage vis-à-vis de ses clients, donc qui gère un parc et qui gère l'électricité. Malheureusement, à peine a-t-il fini sa phrase que Madame Borne le prend à contre-pied en lui expliquant que ce n'est pas du tout ça et qu'elle, elle défend les intérêts des consommateurs français. Et que, sous-entendu, en fait, c'est l'ARENH qui protège les affaires. Parce que plus il y a d'ARENH, comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans un monde complètement à l'envers, plus il y a d'ARENH, plus les TRV sont bas. Et donc, c'est ça qui va protéger les consommateurs comme on en a vu la preuve d'ailleurs jusqu'ici. Bon, enfin, donc, on pourrait rêver du bon vieux temps de Mesmer et de Boiteux, où Mesmer fixait les voies et Boiteux était chargé, et puis ils avaient donné l'impression de s'entendre. Il y a longtemps qu'on n'en est plus là. Et donc, j'espère que le bon sens finira par triompher et que, on ne sait jamais, les Allemands vont prendre... Il y a déjà des petites voix qui se manifestent en Allemagne sur je dirais, bon, il y a celle de Joschka Fischer sur le rôle de l'Allemagne dans la construction de l'Europe, et puis il y a de plus en plus de petites voix qui se disent mais peut-être qu'on n'est pas allé tout à fait dans le bon sens en ce qui concerne le nucléaire. Cela dit, avant qu'ils remettent en cause leur politique, c'est pas ce qu'ils sont en train de faire, là, parce qu'ils sont en train de construire un programme massif de renouvelables et d'usines de régasification. Et donc, mais on ne sait jamais, la politique, ça ne dure qu'un temps, et on peut espérer qu'il y ait une vraie prise de conscience. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Hervé. On va passer aux questions. On nous a fait le reproche la dernière fois qu'on n'entendait pas les questions et on n'a pas encore de micro-baladeur. C'est prévu dans les investissements de l'an 3000. Donc on va tourner ça comme ça et tâcher de parler assez fort. Allez-y monsieur. Oui, moi j'avais une question par rapport à... Je crois que c'est le Portugal ou l'Espagne qui ont quitté le marché. Les deux. Les deux. Les deux, ouais, les deux. Et ça se passait comment? Encore une fois, on ne peut pas quitter le marché. Tout ça... Tu nous laisseras ça, ce papier? Je vous l'en... Bon, attends, je répondrai à une question à la fois. Encore une fois, le marché, c'est un ajustement instantané des capacités de production. Les Espagnols et les Portugais ont très peu d'interconnexions avec le reste du monde, sauf avec la France, ça reste des interconnexions faibles. Et donc le marché de l'électricité, pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose. Premièrement. Deuxièmement, ils n'ont pas quitté le marché de l'électricité, ils ont dit, nous, on plafonne le prix du gaz. Bon. Et donc, puis, si on plafonne le prix du gaz, ça, c'est supposé plafonner le coût le prix de l'électricité spot. Enfin, je sais pas en dire plus. Mais enfin bon, je crois qu'il y a une énorme confusion dans ce que recouvre le marché de l'électricité. Henri de Lesquin. Oui, exposé passionnant, vraiment remarquable et intéressant, lumineux. Mais je voudrais interroger Hervé Bachelot sur des sujets purement techniques. Le coût du nucléaire par rapport au coût d'autres énergies. Tu as cité le prix de 65 € le mégawattheure, c'est bien ça, hein? C'est un prix moyen. Alors en économie, dès qu'on a fait quelques semaines de cours en économie, on sait qu'il y a une différence entre le prix moyen et le prix marginal. Et j'ai ouï dire que le prix du nucléaire a augmenté considérablement à cause notamment, enfin à cause je crois essentiellement, de la sécurité nucléaire qu'on a renforcée après Tchernobyl, Marie-Lalande et Fukushima, que l'EPR ne fonctionne pas bien du tout, ni à Flamanville, ni en Finlande, ça coûte très très cher, et donc le prix des nouvelles centrales, le prix de l'énergie nucléaire fournie par les nouvelles centrales serait beaucoup plus cher. J'ai ouï dire aussi que le prix, alors même plus marginal, mais moyen
de l'énergie renouvelable lorsqu'il s'agit au moins du solaire, c'est en chute libre parce qu'on aurait fait des progrès, des productivités qui permettent de fabriquer des panneaux solaires beaucoup moins chers qu'autrefois. Alors est-ce qu'il n'y a pas une remise en question de l'intérêt économique d'une forme d'énergie par rapport à l'autre, ou de cette évolution des prix qui n'est pas favorable, semble-t-il, au nucléaire, ni défavorable au solaire? Le coût marginal du nucléaire, le coût complet, je ne parle pas du coût économique, le coût complet du nucléaire, c'est 32 € le mégawattheure. 32 ? Oui. Ou 36, suivant les évaluations, la date, enfin peu importe. Je parle du nucléaire existant. L'enjeu, évidemment, massif pour la France, c'est de prolonger la durée de vie des centrales existantes. Et ça, je veux dire, les Américains qui ont de notoriété publique, y compris de leur point de vue, des centrales qui sont plus fragiles que les nôtres, parce que l'élément fragile dans une centrale, c'est la cuve, et nos cuves sont explicitement connues pour être de meilleure qualité que les leurs. Eux, ils font durer leur centrale 80 ans, et peut-être, et ils parlent aujourd'hui de 100 ans. Nous, on a fixé un objectif absolu, probablement présenté comme inatteignable, de 60 ans. Pourquoi ? Alors, j'insiste un peu sur ce sujet parce que qu'est-ce que veut dire c'est quoi la durée de vie ? On a l'impression que c'est un truc complètement aléatoire en fonction de caprices de l'autorité de sûreté. Mais pas du tout. C'est un équilibre économique. Aujourd'hui, la 4e décennale des centrales françaises, qui fait qu'on appelle le grand carénage. C'est quoi le grand carénage ? C'est une transformation majeure du référentiel de sûreté des centrales nucléaires françaises pour les mettre, non pas 100%, mais très proche de ce qu'on appelle le référentiel de sûreté de génération 3, c'est-à-dire de l'EPR. C'est-à-dire la prise en compte de l'accident grave d'une façon déterministe sans qu'il y ait d'émissions de radioactivité à l'intérieur des centrales. C'est donc une modification majeure. Plus, dans ce grand carénage, il y a les mesures dites post-Fukushima, parce qu'après Fukushima, on a décidé de mettre pour toutes les centrales des nouvelles réserves d'eau de secours et des nouveaux diesels, plus un certain nombre de mesures d'alimentation électrique, etc. Le coût total de tout ça, c'est 55 milliards d'euros. La moitié du bouclier tarifaire, entre parenthèses. Mais bon, 55 milliards d'euros, ça représente moins de 1000 € par kilowatt installé. Moins de 1000 € par kilowatt installé pour avoir des tranches qui vont durer encore, normalement, qui pourraient durer encore au moins 40 ans, il n'y a aucun investissement plus rentable que celui-là. L'idée suivant laquelle il faudrait faire l'équivalent à 60 ou à 80 ans, mettons, ça sera toujours que 1000 € par kilowatt installé et ce sera par conséquent toujours aussi rentable. Donc, jusqu'au jour où EDF dira non, c'est plus rentable de faire les travaux pour correspondre à ces niveaux de sûreté, donc moi j'arrête, à ce moment-là on arrêtera, mais ce n'est pas pour demain la veille. Je rappelle d'ailleurs que les autorités de sûreté américaines demandent pour leur centrale, comme référentiel de sûreté, qu'elle soit au moins aussi sûre qu'à la mise en service. Alors nous, ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas le cas du tout. Nos centrales sont de plus en plus sûres au fur et à mesure qu'elles vieillissent. Je veux dire, le solaire, ok, d'accord, si tu veux prendre le train qu'à midi, un jour par semaine, tu fais du solaire. Indépendamment de cet aspect, le prix du solaire, aujourd'hui, c'est 3 fois le prix du nucléaire existant. Dans le solaire, et il est entièrement fabriqué en Chine, 90%. Et en plus, avec des métaux rares et des trucs dont on ne sait pas comment on va les recycler et qui sont évidemment limités. Je vous invite à l'audition par Thinkerview d'une fille qui s'appelle Aurore Stéphan
et qui est géologue et qui raconte un peu la situation, l'espèce de fuite en avant sur les matériaux et les métaux rares. Et d'ailleurs, on dit ça, enfin, c'est essentiellement ce que tu viens de dire là, c'est essentiellement la propagande des. Non, mais. C'est ce que j'ai lu, moi. Non, mais bien sûr, mais attends, alors leur propagande est massive, quotidienne, et bon. Mais c'est pas vrai qu'aujourd'hui, l'éolien et le solaire sont de moins en moins chers. L'éolien recommence à devenir de plus en plus cher pour des raisons de matériaux, justement. Quant au nucléaire nouveau, bon, l'EPR, je ne vais pas faire un cours sur l'EPR, j'ai écrit ce qu'il fallait là-dessus. C'est un monstre franco-allemand. Les Allemands ont essayé de nous entraîner dans leur chute et on s'est laissé entraîner dans cette affaire de l'EPR, qui est un truc. Moi, j'ai fait une note en 2005 à Pierre Gadonnet, président d'EDF, en lui disant ne va pas dans ce truc-là. C'est un casse-gueule. Bon. Et donc, c'est pas complètement un miracle que ce soit un casse-gueule. Aujourd'hui, la question, elle n'est pas de savoir quel est le prix de l'EPR. La question, c'est de savoir quel va être le prix du nouveau nucléaire. Et le prix du nouveau nucléaire, il sera celui d'un vrai programme industriel nucléaire. Pourquoi est-ce que le premier programme nucléaire de la France a été un succès avec des coûts de construction de l'ordre de 2 fois inférieurs à ceux de l'Allemagne, 3 fois inférieurs à ceux de l'Angleterre et du Japon, parce qu'on l'a fait d'une façon industrielle. On est les seuls à l'avoir fait de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est EDF qui avait la maîtrise industrielle de son outil de production. Aucun autre électricien n'a la maîtrise industrielle de son outil de production. Et donc, en construisant, je dirais, dans ce processus d'amélioration permanente qui est le processus industriel classique, eh bien, on est tombé à des coûts extrêmement bas. Et si on relance un vrai programme nucléaire dans lequel les entreprises se mettent ont suffisamment de la visibilité pour faire les investissements correspondants, on reconstruira un programme dans les mêmes conditions. Alors, pas au même coût, c'était 900 € le mégawattheure, hein, les premiers réacteurs. Bon, on va pas faire là-dedans, mais on peut aujourd'hui, en tout cas les Chinois y arrivent et les Russes aussi, autour de 2000 € le kilowatt installé. Et donc 2000 € le kilowatt installé. Et donc on peut imaginer, en prenant des marges, des réacteurs à 5 milliards l'unité. Et l'avantage quand même du nucléaire, c'est qu'effectivement, une fois qu'il est construit, et d'une certaine manière, quel que soit le prix, pendant 80 ans, tu auras le même prix de production. Et donc, qui a l'autre moyen de production? Parce que je rappelle que le solaire et l'éolien, c'est tous les 20 ans qu'il faut les changer. Hein. Ça dure que 20 ans. Bon. Donc, pour moi, il n'y a pas photo du point de vue économique. Monsieur? Je voudrais savoir pour quelle raison la filière de réacteurs à neutrons rapides a été définitivement abandonnée. Et vous demandez à Corinne Lepage? Non, à Dominique Voynet. Elle a dit, je me souviens plus, je sais même pas comment ça marche. Et c'est elle qui l'a arrêté. Il y a eu le projet Astrid qui a duré jusqu'à il y a 2-3 ans. Oui. Et moi j'ai appris que Macron avait décidé de l'arrêter. Oui. 2019, là. On ne peut pas dire que EDF les soutient quand même très fortement. Non, c'est clair. Non, mais Il ne faut pas dire le contraire. Hein. Non, mais attendez, moi je ne suis pas là pour défendre EDF. Oui, non, mais... EDF a la plus grande société d'énergie renouvelable. Bon, donc. Mais sur les rapides, EDF n'était pas très fan et a cofinancé tant que c'était imposé par le gouvernement. Mais on ne peut pas dire qu'ils aient soutenu fortement l'idée de continuer à développer des rapides en France. EDF n'y croit pas, pour dire les choses aujourd'hui, industriellement. EDF n'a pas envie de rapide. Non, je ne dirais pas ça comme ça. C'est pas qu'EDF ne croit pas au rapide. EDF a fait le choix industriel de considérer que les rapides relèvent de la recherche et développement et pas de l'opérationnalité aujourd'hui. Ce qui est vrai. Et par conséquent, on dit que le CEA fasse ça, c'est très bien. Nous, compte tenu de l'environnement financier d'EDF, on a essayé, on a payé pour,
on nous a déjà cassé une fois, on va pas... on considère que tant qu'il y a de l'uranium à profusion, ce qu'on considère être le cas aujourd'hui, au moins pour plusieurs décennies, on n'a pas besoin de rapides. Et que les rapides, on en aura besoin à ce moment-là. Alors, ce n'est pas une raison parce qu'il y a un problème de cycle de combustif, tout ça est un peu plus compliqué que... C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Mais je veux dire, EDF n'est pas contre le rapide. EDF a dit, c'est pas dans ma vocation opérationnelle de participer à la construction de rapide maintenant. Monsieur? Oui, je voudrais savoir, à votre avis, ce qui fait que tout le système politico-administratif de la politique énergétique s'est déréglé. Que vous montrez une politique énergétique complètement dysfonctionnelle en France. Dans le temps, il y avait quand même une administration, Direction générale de l'énergie et des matières premières qui était structurée, qui existait, qui avait une vision forte de la politique énergétique et qui arrivait à faire passer des messages aux politiques et assurer la cohérence du système. Alors, qu'est-ce qui fait, dans votre expérience, que tout ça s'est débobiné complètement? Bon, là, on sort de l'expertise, là. On passe dans le... Bon, mais je vais quand même vous donner mon opinion. Si vous voulez, aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait dans les années industrielles de la France, pour résumer les années gaulliennes de la France, qui ont duré quand même un certain temps, mais qui ont commencé à se déliter progressivement, je dirais, à partir de Mitterrand. Progressivement, et d'ailleurs on l'a vu dans la nomination des chefs d'entreprise et des responsables d'administration, le politique est rentré dans la gestion de l'industrie. Et aujourd'hui, il y a une sorte de méconnaissance absolue des enjeux de l'industrie qui sont comme des données ou des dus comment dirais-je, des données immédiates de la conscience. Il y a de l'eau, il y a de l'électricité, ça va durer. Les politiques et les médias n'ont pas la moindre idée de la façon dont ça se fabrique et des enjeux industriels correspondants. Et ce qui, de mon point de vue, a changé, c'est que la priorité n'est plus les enjeux industriels. La priorité, c'est la priorité au sens à la fois de la priorité, mais de ce qu'il faut prendre en compte, c'est les arrangements politiques. La politique prévaut sur l'industrie. Et donc, pour avoir la possibilité d'être élu, c'est un peu... comment dirais-je, c'est peut-être pas la bonne formulation, mais pour avoir l'impression d'être utile, il faut être bien allié, et pour être bien allié, et donc on a commencé progressivement à s'allier avec les Verts sous l'influence progressive des Verts allemands qui ont imprégné le tissu industriel français. Je vais rajouter un mot parce qu'on a été mêlé à cette question de manière complètement directe. C'est Dominique Maillard, à l'époque où il était directeur général de l'énergie et des matières premières, qui nous avait demandé ceci. On a eu un contrat complètement explicite. Il fallait reviewer un logiciel, Primes et Gaines, qui avait été fabriqué par l'Université technologique d'Athènes et qui était censé déterminer ce qu'on appelait en jargon le burden sharing, c'est-à-dire la répartition du fardeau des économies de CO2 entre les différents États membres. Donc il y avait deux logiciels, Primes et Gaines. Et notre boulot en tant que mathématicien, c'était de critiquer ces logiciels. Et on a montré qu'ils étaient complètement inappropriés, qu'ils faisaient des hypothèses absurdes et qui donnaient des conclusions absurdes. Donc on a rédigé un rapport, c'était très vite fait, dans lequel on disait « Il est complètement inacceptable que l'État français accepte ces outils-là, émanant de l'Université technologique d'Athènes. Ils ne valent rien. Au moins, demandons à d'autres logiciels de faire une comparaison. » Que croyez-vous qu'il soit arrivé ? Eh bien, rien. Dominique Maillard n'a pas été capable de transmettre ça à sa propre hiérarchie, à son ministre, et a fortiori pas à la Commission européenne.
Donc moi, mon point de vue, c'est que ça répond à votre question. Si tout ceci arrive, c'est largement à cause de la pusillanimité de notre haute administration. Enfin, encore une fois, écoutez pour savoir comment les décisions ont été prises et comment cette infiltration de l'irresponsabilité et de cette incompétence tragique a pu s'imposer, écoutez les dépositions des ministres de l'époque. C'est hallucinant. Pas que. Moi, je vous renvoie également à l'interview qui a été faite du précédent haut commissaire à l'énergie atomique, où il dit dans des mots extrêmement clairs, précis, à quel niveau d'incompétence il s'adressait lorsqu'il essayait de faire passer les messages. Et c'est terrible. Et tout ce que dit Bréchet, c'est dramatique. C'est dramatique et c'est totalement faux. Il n'y a pas un bout à enlever qui soit faux dans ce qu'a dit Bréchet. Non, mais je veux dire, Bréchet parle des rapports qu'il a remis, qui n'ont jamais été lus, pour lesquels il n'y a jamais eu aucune suite. Mais Nicolas Hulot, quand on vous a fait, il y a le rapport d'Escata qui vous a été remis en disant qu'il y avait une situation d'urgence, il fallait absolument réengager un programme nucléaire. Nicolas Hulot dit ah non mais je ne l'ai pas reçu. Et sa secrétaire qui est à côté de lui dit si tu l'as reçu. D'autres questions? C'est évidemment les politiques qui sont responsables beaucoup plus que l'administration, il me semble, parce que en fait le nucléaire il est parti en France à l'époque de Pompidou, même à l'époque de De Gaulle il n'y avait pas encore d'industrialisation des centrales nucléaires, c'est à l'époque de Pompidou. Et puis c'est les politiques par la suite qui à cause d'affluence, de lobbying étranger, se sont lancés dans des voies qui ne correspondent pas aux intérêts de la France. Oui, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que c'est vrai dans la mesure où les politiques ont mis dans l'administration des gens à leurs bottes, comme Brotte au RTE, qui n'a jamais vu un réseau électrique de sa vie, et qui, dans la formation, est animateur de télévision locale. Bon. Mais c'est vrai. Mais qui il y a une chose qui est scandaleuse aussi, c'est que les éoliennes moderne, dans les contrats, la durabilité, la durée de vie, c'est 25 ans. C'est absurde. L'administration a cherché à ce qu'on augmente cette durabilité qui avait été fixée par je ne sais quel écolo. Et donc pour avoir au moins 50 ans. Et donc Montebourg était prêt à se battre aussi pour ça, mais bon, il n'a pas été suivi, il a été contraint même à faire machine arrière. Aujourd'hui, l'administration est aussi politique que la politique. Tout le monde est dans ce microcosme politico-médiatique, administrativo, et ils ne se parlent qu'entre eux. Mais d'ailleurs, le directeur général de la DGEC, successeur de Maillard, c'est Laurent Michel, qui est un écolo de base, qui a été président de l'ADEME. C'est-à-dire, il a beau être ingénieur général des mines, ça l'aide pas. Moi j'ai une question là sur le futur du nucléaire, parce que on lit que effectivement ce qui est envisagé c'est pas de reconstruire le même EPR, qu'on n'arrive pas à finir Flamanville, mais qu'on parle d'un EPR2. Alors je sais pas très bien où ça en est cette histoire de EPR2. Et toujours est-il qu'il n'existe pas encore, il faudra qu'il soit licencié, ça va prendre un licensing, c'est entre 3 et 5 ans par l'ASN, et puis après c'est 15 ans de construction. Ouais, enfin 10 ans, allez, 10 ans. Mais à moins de 10 ans, franchement, il n'y a pas grand monde qui sait faire à moins de 10 ans quand même aujourd'hui. Donc on est sur un planning qui est quand même déjà très très loin. Et je ne comprends pas dans ce contexte-là pourquoi EDF a complètement tué le projet Atmea, qui était certes pas un projet EDF, Atmea qui est un projet de réacteur franco-japonais développé par Areva et Mitsubishi. Et il y a quand même eu, à ma connaissance, 500 ou 600 millions de dépenses dans ce projet de réacteur qui était déjà bien avancé. Et dans l'effondrement d'Areva, c'est EDF qui a récupéré ça et qui s'est dépêché de tuer complètement l'Atmea, qui était à 900 MW, si je me souviens bien, et qui était sur un marché avec des potentialités vraiment significatives. Oui, allez-y. Et moi j'avais été très étonné parce que EDF empêchait même
les Japonais d'aller présenter le projet Atmera à l'étranger, notamment en Pologne. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Alors, Ça, c'est toi qui parles de ça. effectivement, on n'a pas du tout la même appréciation de l'ATMEA. Alors, cela dit, il faudrait remonter l'histoire, celle que j'ai présentée d'ailleurs à la commission parlementaire, qui est l'histoire du conflit stratégique entre Framatome et EDF. Et le conflit stratégique entre Framatome et EDF remonte à la naissance de Framatome, dont l'objectif était de devenir un fournisseur clé en main de centrales nucléaires. Et qui n'a jamais réussi à le faire complètement jusqu'à l'EPR. Et c'est grâce au fait que Siemens était propriétaire du design de l'EPR, comme Framatome a racheté KVU, que Framatome est devenu propriétaire du design. Et par conséquent, il n'y avait plus d'autre salut que l'EPR, que Framatome puis Areva allaient construire partout dans le monde, clé en main, sans EDF. C'est comme ça que l'histoire se raconte. C'est comme ça c'est la réalité de l'histoire. Je peux même vous dire que moi, me plaignant à l'ambassadeur de Chine, ambassadeur de France en Chine, qu'il faudrait quand même qu'il fasse quelque chose pour essayer d'empêcher ce conflit absurde. En Chine, où EDF et Framatome ont construit un des modèles les plus remarquables. Et il me dit, moi j'y peux rien, faites-le. Vous voyez ça entre vos présidents. Madame Lauvergeon sort de mon bureau et elle m'a dit, je ne veux plus voir EDF en Chine. Donc dire que c'est EDF qui a tué, je veux dire, ça c'est le conflit. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ayant l'EPR 1700 MW, pour avoir un réacteur à vendre clé en main, donc en concurrence avec EDF, de 900 MW, Areva est allé chercher Mitsubishi, sans prévenir EDF. Bon. Et donc, c'est manifestement dans cette gestion politique, stratégique anti-EDF que l'ATMEA est née. Alors ensuite, quand on a récupéré... alors moi, j'ai fait faire des études puisque j'étais responsable de l'ingénierie à ce moment-là. L'ATMEA, c'est en volume plus gros que l'EPR, pour 900 MW. C'est invendable. Et aucun des études de détail n'avait été fait. Et donc, je veux dire, on se lançait dans un truc, mais je peux même vous dire que ce n'est pas EDF qui a tué l'ATMEA, parce qu'il s'est tué tout seul. D'abord, c'était dans une vision de clé en main à laquelle EDF ne participe pas. Et deuxièmement, c'était beaucoup trop gros. Mais il y a même des gens qui y ont cru, puisque je me souviens, le président d'EDF en 2015 me disant, alors que je lui disais, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'on arrête notre coopération avec les Chinois? Il m'a dit, le prochain programme massif mondial, ce sera des ATMEA au Japon. Bon, donc c'est pas lui qui a tué... et moi, j'y étais plus. Non. Monsieur? Oui, moi j'ai passé la plus grande partie de ma vie dans l'industrie automobile et on ne raisonne pas comme ça, si je puis dire. On raisonne par l'innovation, on fait de l'innovation, mais l'innovation fait un peu peur. Et pourtant, on en fait de l'innovation dans l'automobile. On s'appuie toujours sur des jambes qui marchent avant d'inventer des jambes dont on n'est pas sûr qu'elles vont marcher. Pourquoi? Je veux dire, on a 56 centrales en France qui marchent, bon, avec des problèmes comme il y en a sur toutes choses, mais qui marchent bien, qui donnent satisfaction. Pourquoi se lancer dans un EPR? Ça, vous y avez quand même plus ou moins répondu. Pourquoi se lancer dans un EPR2? Et pourquoi pas plutôt se dire, écoutez, on est dans le caca, si vous me pardonnez l'expression, on est quand même pas mal dans le caca. Le premier EPR2, comme vous l'avez dit, ne verra pas le jour avant 2035, 2036 ou peut-être plus, pour peu qu'il y ait quelques difficultés. Pourquoi on ne fait pas un programme, je veux dire, de gens simples? On se dit, première étape, on reconstruit une industrie nucléaire, mais sur la base d'un produit qu'on connaît, qu'on maîtrise, qu'on fait plus aujourd'hui, mais qu'on a fait il n'y a pas longtemps.
Et donc, on a déjà toute une base de production. Je ne vais pas employer vos mots, niveau N, P, etc. C'est pas l'important. On fait d'abord une première phase avec des réacteurs qu'on connaît. Ça nous donne du volume. Ça nous donne de l'électricité. C'est peut-être pas la technologie la plus formidable, mais ça marche. Et pendant ce temps-là, les bureaux d'études, je ne vais pas dire ont toute leur vie, mais ont plusieurs années, voire 1 ou 2 décennies, pour mettre au point, tester, faire des prototypes, avoir un premier programme introduit parmi les autres d'une nouvelle technologie qui va démontrer qu'elle marche avant de la lancer à grande échelle. Pourquoi on ne fait pas ça? Et qui devrait décider ça? Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que... Excusez-moi, ah, zut. Pardon, excusez-moi. Le premier, c'est que effectivement, c'est Areva qui a arrêté le développement du N4 dans le monde. N4, c'est le dernier modèle avant l'EPR. Y compris en Chine, parce que c'était l'EPR dont ils étaient propriétaires et qu'il ne pouvait y avoir plus que de l'EPR, et elle a imposé à la France cette vision suivant laquelle, à partir de maintenant, on ne pouvait plus faire que de l'EPR. Il y a un deuxième élément, qui est que une fois... Excuse-moi de te couper, vous étiez en capacité de résister. Non. Alors je veux dire, c'est pas... Alors, tu ne te souviens pas des années 2005, dans lesquelles le président d'EDF, c'était Pierre Gadonex, et la présidente d'Areva, Anne Lauvergeon. Il n'y a qu'une personne qu'on entendait dans le monde, c'était Anne Lauvergeon, et pas EDF. Ouais. Bon. En tout cas, ça c'est un élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a eu une conjonction avec très très liée au développement en Chine, dans lesquelles les Américains, pour essayer de faire partir les Français, ont expliqué que la technologie française, jusqu'au N4 compris, c'était de la génération 2, et que eux avaient inventé, avec leur passif, de la génération 3. Ils n'ont jamais expliqué ce que c'était que la génération 3. C'est nous qui avons en gros interprété ensuite que c'était la prise en compte de l'accident grave, mais ça n'a jamais été vraiment défini. Mais en tout cas, d'une certaine manière, ça a été exclusif de la génération 2. Aussitôt, la France s'est précipitée, quand je dis la France, c'est essentiellement EDF et Areva, dans le panneau en disant « mais nous, on sait faire de la génération 3, ça s'appelle l'EPR ». Et à partir de ce moment-là, l'autorité de sûreté n'aurait jamais accepté qu'on revienne sur un modèle précédent. Et donc, oui. Et donc moi, j'ai toujours, je veux dire, comme pour les voitures, je veux dire, EDF n'a jamais construit un nouveau modèle, n'a jamais arrêté un modèle avant d'être sûr que le modèle suivant fonctionnait. Bon, on a continué le contrat de programme alors qu'on construisait déjà des T1300, etc. Et le N4, on l'a lancé, on construisait encore des 1300 MW. Bon, donc, c'était effectivement une organisation industrielle qui s'est arrêtée alors, sur le choix politique Kohl-Mitterrand de faire un réacteur franco-allemand. Et en même temps, il y a une cause aussi, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on commençait à être en France dans une situation de surcapacité. On devenait le château d'eau nucléaire de l'Europe, donc on a ralenti les programmes, etc. Il fallait bien à un moment arrêter, on n'avait pas continué à construire. Donc, et après, il y a eu cette affaire de génération 3 qui nous a été, d'une certaine manière, qui nous a entraînés dans un processus de fuite en avant de sûreté. Et puis après, il y a eu Fukushima. Et là, tout le monde a arrêté de faire de la génération 2. Et on a dit il n'y aura plus jamais de réacteur qui ne correspondrait pas. D'où, alors cela dit, d'où le PR. Alors le PR2, je peux en parler parce que c'est moi qui l'ai lancé en 2011. J'ai dit il faut qu'on revienne dans une vision industrielle, c'est-à-dire on repart de notre expérience. C'est plus un réacteur allemand, c'est un réacteur français. Bon.
Et donc, évidemment, l'expérience qu'on a aujourd'hui, elle est quand même fortement conditionnée par ce qu'on est en train de faire sur l'EPR. Donc, il y a des caractéristiques communes. Moi, j'avais fait faire une étude en disant, mais c'est peut-être pas 1700 MW, c'est peut-être pas l'optimum. Je veux dire, il y a peut-être une courbe en cloche, enfin en cloche inversée sur l'optimum de puissance. La réponse qui m'a été faite, c'est que tant qu'on sait construire, Plus c'est gros, mieux c'est. plus c'est gros, mieux c'est. Si on a les capacités de fabrication, plus c'est gros, mieux c'est. Plus c'est gros, moins c'est cher. Bon. Je n'ai pas, challengé cette conclusion, mais en tout cas, le PR2, il repart de l'expérience industrielle d'EDF aussi complète que possible, mais évidemment, donc moi je souhaitais qu'il ne s'appelle pas EPR, parce que ça crée une confusion dans les esprits, mais bon, on m'a dit que c'était pas sympa vis-à-vis d'Areva et de Framatome, et que par conséquent, il fallait qu'il s'appelle encore EPR. D'où cette aujourd'hui confusion. En même temps, c'est une filiation, je veux dire, nécessairement l'expérience en question, mais il y a énormément d'améliorations de conception et de construction. Il n'y aura plus qu'une seule enceinte. Oui. Monsieur, au fond, Oui, au sujet de l'EPR, on a entendu parler de défauts de conception graves dans la cuve du réacteur, entraînant des instabilités dans l'écoulement de l'eau autour des crayons des fissurations des crayons de combustible, largage d'éléments radioactifs dans le circuit, ce qui entraînait, semble-t-il, l'arrêt de l'EPR chinois. Alors ces défauts de conception, ils ne sont pas seulement en Chine, ils vont être aussi dans ce qu'on est en train de construire à Flamanville, et probablement aussi dans les suivants qui sont trop près de la réalisation pour être arrêtés. Et d'après ce que j'ai compris, le seul remède est de diminuer la vitesse de circulation de l'eau, donc de réduire de 40 à 50% la puissance du réacteur, ce qui revient en gros à faire le même investissement pour 2 fois moins de production, et ce qui se traduit à peu près peut-être par des kilowattheures 2 fois plus chers, puisque les coûts sont essentiellement fixes comme vous l'avez rappelé. Est-ce que vous avez des informations à partager sur cette affaire de conception de cuve et d'écoulement d'eau dans la cuve? Je n'ai pas exactement les mêmes informations que vous, mais elles sont... Ils ont certainement de meilleures sources. Ah, pas sûr. Pas sûr. En fait, effectivement, il y a eu des fissurations des éléments combustibles qui en sont apparus les premiers sur la Taishan 1. Et donc, des montées de xénon dans la cuve radioactif qui ont alerté sur... et au moment du rechargement, du premier rechargement de la cuve de Taishan, on a vérifié qu'il y avait des problèmes de fissuration. Et donc on a arrêté le premier diagnostic qui a été fait, c'est que les éléments combustibles étaient supportés par des ressorts fragiles et que ces ressorts sont cassés. Et donc les éléments combustibles ont vibré et ont provoqué et c'est ce qui aurait provoqué les fissures. Pourquoi donc le premier remède, celui qui a été mis en place à Taishan, et Taishan a redémarré, c'est de mettre des éléments combustibles avec des ressorts plus solides, et apparemment ça donne satisfaction. À Okilioto, le problème a été identifié, et donc on a mis directement les bons éléments combustibles. Alors, il y a probablement, lié à la conception allemande, un problème de flux dans la cuve, et donc de concentration à certains endroits de plus grande température et de flux plus importants, qui serait lié à la forme, à la conception de la plaque de répartition en fond de cuve. Et donc, ce problème est identifié. Moi, ce que je sais de la part des gens qui étudient le PR2, c'est qu'il est, comment dirais-je, réparable et qu'on saura le prendre en compte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans notre conception à nous, jusqu'au N4 compris, les traversées
les capteurs d'informations sur le fonctionnement du cœur passent par le fond de la cuve et que ces traversées de fond de cuve provoquent une répartition du flux entrant qui permet une meilleure dispersion. Bon, et que là, comme tout passe par le couvercle, il n'y a pas cette répartition qui se fait. Et donc c'est cette plaque de répartition qui fait office de ça. Alors comment est-ce que ceci sera c'est aujourd'hui étudié avec le plus grand soin. Donc en principe ça ne devrait pas arriver sur le PR2. Est-ce que les corrections seront faites à temps pour Hinkley Point? Moi, je ne suis pas la question de suffisamment près, mais disons que le problème est identifié et que des corrections sont possibles. Ce qui est vrai, c'est que en Chine, s'il faut modifier la plaque de fond de cuve, la plaque de répartition, l'irradiation a déjà été faite, donc c'est compliqué. Ce qui est moins compréhensible, mais je n'ai pas le détail, c'est pourquoi est-ce qu'on envisage de le faire à Flamanville qu'après la première parce que c'est quand même beaucoup plus simple après la première année de fonctionnement, alors que c'est beaucoup plus simple de le faire avant que ça ait été irradié. Mais bon, je ne connais pas le détail. Autre question? Non? Et j'en ai une là. Oui, il y a quelqu'un qui a envoyé une question par mail. Savez-vous s'il sera possible de faire un piquage d'eau chaude vers 100 degrés environ pour chauffer les villes voisines des réacteurs EPR2 pendant l'hiver en mode de cogénération? Bon, cette question, j'ai pas de réponse technique à donner. Ce que je sais, c'est que ça fait longtemps qu'on se pose la question de savoir si on peut utiliser les eaux de refroidissement des condenseurs pour faire de la chaleur. À Tricastin, on a alimenté une ferme de crocodiles dans la vallée de la Loire. Ah ouais. Tout le monde a le droit de vivre. Dans la vallée de la Loire, on a alimenté des cerfs. On avait envisagé cette question justement pour utiliser les eaux chaudes de Gravelines dans le cadre de l'usine de régazéification de Dunkerque. Donc c'est possible, et les Chinois ils font aujourd'hui des réacteurs, et les Russes des réacteurs exclusivement destinés à faire de l'eau chaude. Donc tout est possible. Aujourd'hui, nous c'est plutôt d'électricité dont on a besoin, et le coût de récupération est très élevé. Donc après c'est une question de choix industriel et de priorité, mais c'est possible. Si je peux me permettre, moi qui étais au CEA, ce que disaient les collègues du CEA, c'est qu'effectivement c'était quand même difficile de le faire sur un réacteur électrogène et que c'était plus envisageable sur des réacteurs dédiés, parce que sinon la gestion était compliquée sur un réacteur sur lequel on fait l'électricité. Donc effectivement, Monsieur Boucher, plus vous voulez envisageable dire sur des quelque réacteurs chose? dédiés. Allez-y. Je voudrais comprendre s'il y a une cohérence entre la fabrication d'hydrogène comme un futur combustible non carboné et de l'électricité, les problèmes de choix de nucléaire, de gaz. Parce qu'on fabrique l'hydrogène avec de l'électricité, ma connaissance. Aujourd'hui, on le fabrique en craquant du CH4. Oui. Ce qui sera mieux. Ce qui est beaucoup mieux. On a des réacteurs dédiés pour craquer le Ce qui est beaucoup mieux. Aujourd'hui, le craquage du CH4 produit, j'ai oublié, une tonne de CO2 pour 10 kg d'hydrogène, un truc comme ça. En tout cas. Pardon? Oui, c'est ça. Et donc l'idée géniale, c'est de faire de l'hydrogène à partir de l'électrolyse, puisqu'elle est abondante, l'électricité des renouvelables. Sauf que, non seulement abondante, mais gratuite. Sauf que les renouvelables, comme vous le savez, la capacité de production est à peu près le quart, dans le meilleur des cas, pour l'éolien terrestre,
c'est le quart de la capacité totale de production. C'est-à-dire qu'il faut, ou bien ça coûte à peu près 4 ou 5 fois plus, non, pas loin de 10 fois plus cher, parce que les bons électrolyseurs, ils se font à chaud et de façon continue. Et ce qui coûte cher dans l'électrolyse sont les électrolyseurs. Et donc, utiliser des électrolyseurs le quart du temps, c'est pas rentable. Bon. Alors, il faut le faire avec la seule solution efficace, c'est d'intégrer toutes les productions d'électricité et d'avoir un réseau. Et d'utiliser un réseau de façon continue pour produire de l'hydrogène. Il se trouve que les calculs ayant été faits, l'hydrogène est plus propre quand elle est produite par le réseau que par craquage du CH4. Si le kilowattheure produit, si le kilowattheure électrique produit moins de 180 grammes de CO2 par kilowattheure. Il y a, à part la France, aucun pays d'Europe, à part la France, la Norvège et la Suède, aucun pays d'Europe n'est en dessous de ça. Donc toute la production d'hydrogène d'Europe, à part celle de la France, il vaut mieux craquer l'hydrogène, craquer le CH4 que de le produire par électrolyse. Et en plus, c'est moins cher. Bon. La troisième chose, c'est cet hydrogène, pourquoi faire? Parce que si c'est pour faire de l'électricité, le rapport c'est de 1 à 4 en rendement. Bon. Donc, je veux dire, ça c'est le genre de truc, c'est comme les véhicules électriques. Aujourd'hui, les véhicules électriques, c'est très propre. Sauf qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus sale compte tenu de la nature de l'électricité, beaucoup plus sale que les véhicules à essence. Bon. Donc, je veux dire, on est dans une espèce de... On sectionne, alors véhicule électrique, c'est propre. Oui, enfin, il faut quand même des batteries, mais peu importe. Et donc, on fait des véhicules hybrides. Moi, je vois mon fils, on l'a obligé à acheter un véhicule hybride, une énorme Mercedes qui pèse je ne sais pas combien, qui est hybride, et donc qui consomme à peu près autant que sa petite voiture qu'il avait avant et qui n'était pas hybride. Et qui sert à transporter le moteur. Et qui sert à transporter la batterie. Bon. Mais et tout ça, en 2030, il n'y a plus de véhicules, en Europe. Les Allemands viennent de refuser. Oui, mais bien sûr. Non, mais je veux dire, il y a quand même des limites à la connerie collective. Ça, Crois-tu? c'est pas évident, ça. Pas évident. On va peut-être s'arrêter Non, là. c'est quand même, Monsieur Macheneau a apporté des exemplaires de son Non, livre. J'ai apporté un exemplaire Un pour vous le exemplaire. montrer parce que j'ai qu'un tout petit sac. Ah, mais c'est pas assez pour le dédicacer, alors Non, c'est c'est juste pas pour le assez. montrer. Ah, je voudrais poser une question. Je vous en prie. Si Vous n'avez pas besoin de vous lever. oui, On non, accepte mais- les questions assises. il y avait eu une panne, un blackout le 8 décembre dernier, Ah, il aurait Oui. vendu beaucoup plus d'exemplaires. croyez-vous que la prise de conscience aurait été beaucoup plus importante? C'est clair. Ah ben alors, Bah oui, c'est clair. Mais non, mais moi je vois, il se trouve que j'ai été pas mal sollicité à toute cette période, parce qu'on on a parlé que de ça pendant 3 mois, très sollicité par les journalistes, etc., jusqu'à ce que je sais pas qui a dit, bah, ça y est, on a passé le pire, et donc maintenant il n'y a plus de risque, et puis on a commencé à parler des retraites. Et donc le sujet n'existe plus. Bon, je veux dire, on a payé je ne sais pas combien de térawattheures à 580 €, c'est la ruine d'EDF, c'est d'une certaine manière la ruine de la France, alors qu'on exportait des milliards d'électricité avant, mais ça tout le monde s'en fout, personne ne le sait, je veux dire, ça c'est dans le... Aujourd'hui c'est plus le sujet, mais ça va revenir l'hiver prochain, rassurez-vous. c'est maintenant, comme vous Il dites. faut remercier Hervé Macheneau pour ça. J'ai pas fini. Il faut le remercier pour sa pugnacité, parce que lui, au moins, il croit ce qu'il dit. Vous avez mentionné tout à l'heure des gens qui ont parlé devant la commission sénatoriale. Là. Bon, il y en a bien qui se sont réveillés après coup. Hein? Assemblée nationale. Ouais. Il y en a plein qui se sont réveillés après coup et qu'on aurait bien aimé entendre quand ils étaient en fonction. Donc la pusillanimité est plus répandue qu'on ne le croit. Et vous avez tort de croire qu'elle est limitée aux politiques. Ceci dit, pour vous consoler, il y a du champagne qui est servi au 3e étage. Le livre d'Hervé, il n'y a qu'un seul exemplaire, mais les miens, il y en a plein. Et si vous voulez les acquérir, il y a un prix réduit aujourd'hui et vous n'avez pas besoin de payer d'avance. Vous mettez votre nom dans la boîte et on vous enverra la facture. Vous pouvez partir avec le livre
et vous paierez plus tard. Donc, alors, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la formation par le judo, c'est tout à fait passionnant. Et avant ça, vous avez du champagne et des petits fours et du café qui sont... Il faudra venir en kimono pour la formation par le judo. Tu ferais pas illusion dans tous les cas, même si tu venais en tutu. Tu nous donneras un texte Et, alors oui, sans graffiti. Hein. Non, mais j'ai pas répondu à ta question. Oui, c'est Il pour se ça que j'y trouve- reviens. Il se trouve, mais je voulais y répondre. J'ai Ah, mais simplement bien oublié. entendu. Je n'ai pas essayé d'échapper. Il se trouve que la base de ce que j'ai exposé aujourd'hui, c'est un texte que j'ai écrit à la demande d'un magazine qui va Bon, paraître. Ah oui, ça ferait double emploi et t'as pas Non, le droit. c'est pas que ça se fait double emploi, mais qui va paraître en avril. Et donc, ça me. Enfin, D'accord. c'est pas très déontologique Non, je de comprends. diffuser quelque chose qui va paraître dans un Bah, magazine. donne-nous dans la un... référence et puis on Exact. mettra ça sur Non, mais, le site. mais ce que je peux faire, c'est vous envoyer le texte dans un mois. D'accord. Ça D'accord. pose aucun problème. Qui sera le texte du magazine? Oui, Oui. oui. Le magazine s'appelle Bastille Magazine. J'ai jamais Non, mais entendu- effectivement, on ne peut pas mettre gratuitement quelque chose qui serait dans un magazine qu'il va falloir acheter. C'est pas... Oui, mais je veux dire, c'est tellement confidentiel ce magazine que une fois que ce sera publié par lui, tout le monde peut. Moi, j'aimerais pas. Non, je ne ferais pas ça. Bon. Mais par contre, on peut mettre le lien vers le magazine. Oui. Ok, ben merci beaucoup et rendez-vous au 3e. Ouais.